Bienvenue mesdames et messieurs et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain pour la 11e édition. C'est la ville de Lakota qui a été choisie pour le lancement. De nouveaux réceptifs hôteliers ont vu le jour ces dernières années ici à Abidjan. Ce sont des établissements de haut standing qui ont donné un autre visage au paysage touristique en Côte d'Ivoire. Le Nigeria va accélérer le rapatriement de ses ressortissants de Libye pointés du doigt pour l'exploitation et le mauvais traitement infligés aux migrants. C'est son ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, qui l'a annoncé hier samedi. Le magazine de ce dimanche a pour thème Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, disposition et promotion. Notre invitée est Madame Namizata Sangaré. Elle est la présidente de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Madame? C'est bien ça, monsieur. Et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour les échanges. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain, nous vous le disions à l'instant dans nos titres. Pour la 11e édition, c'est la ville de Lakota qui a été choisie pour le lancement. Adrienne Grace Kando y était pour RTI 1. Lakota, dans la région d'Ilo-du-Bois, accueille la 11e édition de l'opération Grand Ménage. Un choix qui n'est certainement pas fortuit. La porte d'entrée de Lakota annonce les couleurs des commerçantes installées par-ci, par-là. Il n'en fallait pas plus pour que l'hôte du jour, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, attaque la sensibilisation sur les bonnes pratiques de propreté et les notions d'hygiène. Vendeuses de produits vivriers, de sachets d'eau et d'autres objets sont invitées à maintenir leur cadre de vie sain. On vend des gobelets d'eau, achetez des gobelets d'eau. Il y a des alternatives pour vous à proposer. C'est ça la somme. Et ça, vous savez d'où ça vient. Si on vous voit avec ça encore, on va vous envoyer en prison. Ça là, on ne fait pas ça. Les tenanciers de maquis, les coiffeuses sont aussi exhortés au respect de la propriété pour leur bien-être. L'opération Grand Ménage est une vision du gouvernement qui vise à offrir un cadre de vie agréable aux populations. J'ai vu de nombreux efforts qui ont été réalisés. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire à travers toutes ces initiatives d'engagement et qui démontrent leur ambition de faire de Lakota une ville propre, une belle ville. La question des incivilités, la question des mauvais gestes de nos populations demeure. Cette tribune a été l'occasion pour moi de sensibiliser à nouveau, de répéter. Nous ne devons pas accepter de vivre dans un pays sale. Parce que la saleté rime avec la maladie. Or, nous voulons être un pays émergent, donc un peuple au travail pour l'émergence de notre pays. En termes d'embellissement, nous avons donc fait le fleurissement de la ville. Nous continuons de le faire. Nous avons donc refait les peintures, le ravalement des façades depuis l'entrée de la ville. Et donc nous allons étendre dans différents quartiers, dans différents villages, donc le fleurissement, le ravalement des façades et donc le curage des caniveaux. Nous allons faire en sorte de vulgariser cette idée gouvernementale parce que c'est une action civique, c'est une action d'utilité publique et nous nous engageons fermement à sensibiliser nos populations. L'opération dans la ville de Lakota a vu la participation des différentes couches socio-professionnelles. Nous avons nettoyé tout l'hôpital, lavé les bâtiments, les salles, nettoyé, défriché les parcours. C'est ce que nous avons fait, nous avons rendu l'hôpital propre. Un comité départemental de la salubrité créé à cette occasion est chargé désormais de poursuivre la sensibilisation sur le terrain. L'implication effective des autorités locales pour la réussite de l'opération Grand Ménage étant indispensable, elles ont été faites ambassadrices de la salubrité. Adrienne Grace Kando, deuxième grand titre de cette édition. De nouveaux réceptifs hôteliers ont vu le jour ces dernières années ici à Abidjan, des établissements de haut standing qui ont donné un autre visage au paysage touristique en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. En Côte d'Ivoire, l'hôtellerie a toujours représenté un fort potentiel pour l'économie.
Depuis la construction, après les indépendances de l'Hôtel Ivoire, édifice hôtelier qui fut considéré à l'époque comme le plus prestigieux, le plus moderne du continent africain, les complexes hôteliers de luxe se sont de plus en plus multipliés. Avec la sortie de crise et le redécollage de l'économie, les hôtels de luxe connaissent un essor fulgurant. Les établissements hôteliers haut de gamme en Côte d'Ivoire accueillent une clientèle diversifiée. Cette clientèle est d'abord constituée de touristes venus des 4 coins du monde à la découverte de la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de Côte d'Ivoire Tourisme, 47 869 touristes ont été recensés en 2014. Cette augmentation du nombre de touristes est le résultat des actions conjuguées de l'État ivoirien et de ses partenaires financiers qui ne ménagent aucun effort pour impulser une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. Parmi les différentes mesures pour booster le secteur, l'État a opté pour un investissement massif caractérisé par la construction et la modernisation des hôtels de luxe. À côté de la clientèle constituée de touristes, les hommes d'affaires représentent également une autre catégorie de clients. La relance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis sa sortie de crise attire de nombreux investisseurs. Depuis ces 4 dernières années, la Côte d'Ivoire abrite plusieurs séminaires, colloques, conférences internationaux. Les hôtels de luxe constituent des cadres adéquats pouvant abriter ces genres d'événements. La Côte d'Ivoire dispose de réceptifs hôteliers classés et non classés, allant des plus luxueux aux plus modestes, qui offrent des choix variés pour tout type de tourisme. Depuis 2011, les capacités hôtelières ne cessent de croître avec les projets de construction d'hôtels de haut standing. Outre les hôtels, des résidences hôtelières ainsi que des établissements de l'hôtellerie intermédiaire sont disséminés dans tout le pays. Le maire de Yamoussoukro soutient les forces de l'ordre et sapeurs-pompiers de sa commune. Il leur a offert 7 millions de francs CFA. Cet argent leur permettra de réparer des véhicules et se doter en carburant pour leur déplacement en cas d'urgence. Walter Amadou Ouattara. Aider les gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et militaires, c'est l'objectif de cette action de solidarité administrative. Un geste du maire de Yamoussoukro prévu pour renforcer la dotation en carburant des bénéficiaires. Ce sont 5 millions de francs CFA qui ont été ainsi remis aux forces de l'ordre de la capitale politique. Le maire Nyangbe Kwaku Kwadjojan indique que son initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement qui met les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est un écho, disons, de l'action gouvernementale. C'est un écho, disons, de ce qui est arrêté au niveau de la sécurité nationale. Chaque élu, chaque responsable politique dans sa circonscription doit aider le gouvernement à mener ces actions-là au profit, disons, de la population. Et c'est ce que nous faisons. Avec nos moyens, même s'ils sont maigres, mais nous faisons ce que nous pouvons faire. Outre le don en numéraire fait aux forces de l'ordre, le maire de Yamoussoukro a livré un véhicule de secours appartenant au groupement des sapeurs-pompiers militaires. L'engin a été réparé à hauteur de 2 millions de francs CFA. Des appuis bien appréciés par Brou Kwame, préfet de Yamoussoukro. L'autorité préfectorale recommande aux différents bénéficiaires d'en faire bon usage, surtout au profit des populations. La place d'armes de la garde républicaine à Trècheville a servi de cadre à une cérémonie d'arrosage de galons des militaires de la garde républicaine et du groupement de sécurité présidentielle promus à des grades supérieurs au titre de l'année 2018, suivi d'hommages aux militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Et c'était en présence d'Abou Sanogo. Selon la tradition militaire, le galon du promu doit être arrosé par son supérieur hiérarchique afin d'engendrer d'autres promotions. La place d'armes de la caserne de la garde républicaine à Trècheville a été le lieu d'arrosage des galons des promus au titre de l'année 2018. Ainsi, 19 officiers et 92 sous-officiers et militaires du rang de la garde républicaine et du groupement de sécurité présidentielle ont été distingués au groupement numéro 1 à Trècheville, en présence du général de division Vagondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, Alassane Ouattara. Une promotion qui appelle encore à plus de responsabilité et d'engagement dans leur conduite aussi bien dans les armées que dans la société civile. Que nous soyons des modèles pour tous les citoyens de ce pays. Nos comportements de chaque jour doivent refléter la droiture, doivent refléter la loyauté vis-à-vis de la nation et vis-à-vis des institutions. Soyez fiers d'arborer vos nouveaux galons
Mais comprenez aussi que cela appelle de nouvelles responsabilités qui doivent être remplies avec le plus grand sérieux. Les promus de l'année 2018 ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et s'engagent à être des modèles. Le grade consacre l'aptitude à exercer une fonction donnée. À ce titre, plus nous avançons, plus nos responsabilités s'accroissent et nous avons donc à faire face au challenge à toujours faire mieux pour mériter la confiance et l'estime de tous, surtout de nos chefs qui nous ont permis de gravir une marche de plus. Je nous exhorte, par conséquent, à persévérer dans l'effort constant pour voir notre carrière rayonner davantage. Après avoir cumulé plus de 30 années de bons et loyaux services sous le drapeau, des militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2017 ont été honorés. Rendons-nous maintenant à Addis Abeba, en Éthiopie, où il s'est tenu la première rencontre de coopération sud-sud visant à impulser nos dynamiques pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD. 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont été invités à partager leurs expériences. Franck Kouadio. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, les Nations Unies inscrivent le défi pour 2030 par la réalisation de 17 objectifs de développement durable ODD. La question du genre contribue directement à l'atteinte de 9 de ces objectifs de développement durable et justement, la Côte d'Ivoire a su mettre en place un mécanisme de promotion du genre qui a fait tache d'huile, puis jouer aussi un rôle en tant que pays donateur pour la réalisation des ODD. À Addis Abeba, en Éthiopie donc, l'expérience ivoirienne a été sollicitée récemment dans le cadre de la première rencontre de coopération sud-sud visant à impulser une dynamique commune pour la réalisation des ODD en Afrique. Et à cette tribune, le compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire a été alors mis en lumière. Le compendium est un outil de création de richesse pour les femmes rurales, les femmes de tout niveau, avec le réseau d'opportunités, avec l'amélioration de leurs revenus, elles peuvent lutter contre la pauvreté. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, 3 autres pays donateurs, l'Afrique du Sud, le Rwanda et l'Ouganda pour parler réconciliation, économie verte, autonomisation, puis élimination de la faim dans le monde, des questions qui, selon la chef de délégation ivoirienne Euphrasie Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, ne devrait se réaliser sans l'apport de la femme. Mais le genre, ce n'est pas que la question de la femme, c'est surtout celle des inégalités entre les deux sexes, préoccupations et des solutions proposées par la Côte d'Ivoire, puis l'exemple du compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, proposé aussi comme boussole pour d'autres pays. Après l'Éthiopie, Cotonou au Bénin, où la question du genre comme instrument de démocratisation a réuni plusieurs acteurs des chaînes de décision. Euphrasie Yao a insisté sur la nécessité de la formation pour ces derniers sur l'approche genre et développement. Une approche réussie d'ailleurs par la Côte d'Ivoire, dont les résultats ont valu au pays une chaire UNESCO consacrée à l'eau, femmes et pouvoir de décision en 2006. Ici, en Côte d'Ivoire, un mini-car de transport avait terminé sa course le mardi dernier dans une rivière à Diaké, faisant 14 morts et 14 blessés. Vendredi, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant, de la Solidarité, Mariatou Koné, est allée exprimer la compassion du gouvernement aux familles des victimes. La douleur se lit encore sur les visages des parents des victimes de l'accident de la circulation sur l'axe à Diaké et Pléma. Mais l'État de Côte d'Ivoire, toujours à leur côté. Après une assistance aux premières heures, la ministre Mariatou Koné, en charge de la solidarité, retourne à Diaké. Elle y est pour apporter le soutien financier du gouvernement dans l'organisation des funérailles des personnes décédées. Chaque famille a reçu de ses mains une enveloppe de 500 000 francs CFA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'envoie vers vous pour vous dire Yako pour ce terrible drame et surtout pour vous aider à pleurer nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont partis et vous aider également à pouvoir les enterrer dignement au nom de tous les membres du gouvernement et au nom de tous les Ivoiriens. Je voudrais donc présenter la compassion et les condoléances de la nation entière aux familles et aux parents des victimes.
Une contribution qui permettra d'inhumer dignement les défunts, selon le député maire Yacouba Yensié, intervenant au nom des victimes et de l'ensemble des populations. Il a par la suite exprimé sa gratitude au gouvernement et surtout au président de la République, Alassane Ouattara. Merci à vous et vous chargez de transmettre au chef de l'État, au vice-président, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement les remerciements des populations de Diaké. Les remerciements et la gratitude des populations de Diaké qui se sentent soulagées. Venir dire Yako à quelqu'un, ça ne réveille pas le mort, mais en même temps, ça réconforte de savoir qu'on n'est pas seul face au deuil. Et quand on a beaucoup apporté le deuil, on le supporte mieux. Pour rappel, dans la nuit du mardi 2 janvier au mercredi 3 janvier dernier, un mini-car s'est renversé dans la rivière Toumanquié, sur l'axe Éplement à Diaké, faisant 14 blessés, 14 morts, dont 6 enfants. Les blessés hospitalisés à l'hôpital général d'Adiaké bénéficient encore d'une prise en charge médico-psychologique de la part du gouvernement. Un reportage de Kwasi Mamadou. L'association de bienfaisance communautaire, c'est une ONG. Elle a soulagé plusieurs personnes démunies de communes d'Adjamech et de Yopougon. Elles ont reçu des vivres et des médicaments. Retrouvons Kwasi Mamadou. Des repas chauds et complets offerts aux personnes démunies des communes d'Abidjan. C'est l'exercice que s'offre au quotidien l'ONG ABC, Association de bienfaisance communautaire. Une action de solidarité que mène cette structure caritative depuis le 25 décembre dernier, pendant un mois. Une façon pour cette ONG de témoigner sa solidarité à ces femmes, hommes et enfants aux conditions de vie précaires. En plus des repas, ces personnes démunies bénéficient à chaque passage de consultations de soins médicaux gratuits, ainsi que d'assistance sanitaire pour d'autres maladies. Les bénéficiaires de cet acte de générosité ne cachent pas leur joie. Pour eux, c'est un véritable soulagement. Les donateurs ont rassuré ces personnes démunies de leur disponibilité à lutter contre la faim et à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Après cette phase de repas, l'ONG Association de bienfaisance communautaire va apporter assistance aux femmes et jeunes des familles défavorisées en vue de se prendre en charge. Mais avant, ces femmes ont pu bénéficier pour la journée des sacs de riz et de l'huile, avec du nécessaire pour soulager la maisonnée une fois rentrée chez elles. L'on dénombre 2000 cliniques privées sur tout le territoire national. 70% d'entre elles n'auraient pas l'autorisation d'exercer. Du côté des patients, les arguments pour fréquenter ces centres de santé ne manquent pas. On se réjouit de leur proximité et des coûts abordables. Mais les risques encourus sont nombreux car les pratiques sont souvent illégales, voire dangereuses. Didier Nguessan, Christelle Bédan. Quartier Remblai, dans la commune de Koumassi, Jean-Charles Oyourou s'apprête à prendre son service dans cette clinique. Bonsoir, Eve. Quels sont les patients qu'on a pour ce soir? Chaque jour, il reçoit en moyenne une dizaine de patients. S'il est sollicité, c'est avant tout pour le coût des prestations, 50% moins cher que dans le service public. Nous, on passe sur les 3 examens, soit la NFS, la GE, puis le série d'angine de Vidal à 4 000. Depuis plus de 5 ans qu'il y exerce, M. Charles, comme on l'appelle ici, est devenu le docteur du quartier. Le médecin, c'est quelqu'un de bien. Souvent, quand moi je viens me soigner ici, puis il n'est pas là, je demande d'attendre M. Charles d'abord. Parce que quand il vient, les médicaments qu'il me prescrit, sincèrement, ça va bien. Ça va, raison pour laquelle il a conseillé mon petit frère même de l'envoyer ici. On compte 2000 établissements sanitaires privés sur tout le territoire ivoirien. Les plus grands ont pignon sur rue, mais la majorité se trouve à l'intérieur des quartiers. Et ces derniers ne font pas que soigner les patients. Alors que la pratique est interdite par la loi, sauf sous certaines conditions, nous avons réussi à prendre rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse dans cette clinique. Pour vous montrer que prochainement, il faut calculer. Maintenant, les 2 mois, nous quand on fait là, les médicaments, ça fait 35 000. Les médicaments, les petits qu'on donne. Les petits qu'on lui donne. Et quand on finit, on fait les petits. Pour éviter que demain, il soit malade. Mais si vous devez faire une machine, demain, il fait une grave. Donc, demain là. En Côte d'Ivoire, 4 femmes enceintes sur 10 ont recours à une IVG. Pour prévenir ces interruptions volontaires de grossesse et bien d'autres risques sanitaires, un organe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en charge de contrôler ces cliniques. Ce matin,
la direction des établissements et professions sanitaires DEPS organise une descente au quartier Djekonan dans la commune de Koumassi. Dans cette insalubrité déconcertante, exerce du personnel sans qualification reconnue. Des anges de la mort en blouse blanche. Vous avez fait la formation de la Croix-Rouge. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas le diplôme de l'INFAS. Ce sont les infirmières diplômées d'État de l'INFAS qui doivent exercer la profession d'infirmière ici, en Côte d'Ivoire. La sentence est sans appel. En conclusion, nous disons que cet établissement-là va être fermé. Du personnel non qualifié, pire, des établissements ouverts sans agrément. À Angré, l'équipe de contrôle débarque dans un cabinet dentaire qui exerce depuis 1 an sans autorisation. Les échanges sont houleux. Reste tranquille. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une demande introduite ne signifie pas qu'elle est acceptée. Vous avez fait la demande. La demande peut être acceptée ou refusée. Dans le cadre de la demande, c'est le docteur Kwasi qui a fait la demande, en tant que chirurgien dentiste. Il est où? Oui, il n'est pas encore. Parce que c'est le jeudi, il vient. Bon, d'accord. Donc, il n'est même pas résident. Vous voyez, il y a plusieurs fautes, hein. Compte tenu de ces points-là, nous allons revenir avec un avis de fermeture et avec tout ce qu'il faut. Mais Dans cette clinique, le garant médical est ivoirien. Le garant des actes médicaux, c'est le praticien à qui le ministère de la Santé attribue l'autorisation. Il a l'obligation d'être résident et assume la responsabilité pénale en cas d'erreur médicale. Tous les contrôles de la DEPS ne donnent pas lieu à des fermetures. Elle peut formuler des recommandations dans le cadre de visites de conformité. Avec peu de moyens, ces contrôleurs effectuent des descentes inopinées, mais également des visites sur dénonciation. 70% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exerceraient sans autorisation. La seule commune de Yopougon abriterait 46 centres de soins illégaux. Un fléau qui jette le discrédit sur la pratique de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la médecine chinoise. Pour exercer dans notre pays, il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes médecin, même si vous êtes ivoirien. Il faut que le Conseil national de l'ordre des médecins vous autorise à exercer. Je suis au Conseil national de l'ordre des médecins. Je n'ai jamais vu passer dans nos dossiers un dossier de médecin chinois. On ne peut pas et on ne doit pas, et ce n'est même pas pensable, exercer la médecine comme un commerce. Les infections mal soignées entraînent des résistances. Une étude sanitaire en Côte d'Ivoire rapporte leur ampleur à 39%. Je vais vous demander de respirer un peu par la bouche, tout doucement. Hein. Allez-y. Comme risque encouru, c'est le développement de certaines résistances, des résistances par rapport à certaines maladies. Vous prenez même le cas du paludisme. Un paludisme qui n'a pas été peut-être bien traité, il va être un peu résistant. C'est-à-dire que les médicaments ne seront plus efficaces. Proximité du corps médical, accessibilité des soins, mais à quel coût? L'absence d'hygiène, la pratique de soins sans autorisation et la non-qualification du personnel constituent de véritables dangers pour les populations. Une réforme des autorisations sanitaires est en cours d'élaboration. Désormais, l'autorisation d'ouverture d'un établissement sanitaire ne sera plus délivrée aux professionnels du corps médical, mais à l'établissement sanitaire en tant que personne morale. Elle est tout à fait autre chose à présent et parlons de la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni qui a eu lieu à Kounfao, localité située dans la région du Gontougo. Musique et danse du terroir ont rythmé ce festival. Isaïo Tchonan. Spectacle haut en couleur et en son et prestation des danses du terroir. À cela s'ajoute une parade solennelle des chefs des cantons et des villages. Nous sommes à la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni à Kounfao, dans la région du Gontougo. Cette fête qui valorise la culture du peuple Agni a été une fois de plus l'occasion pour inviter les fils et filles de la région à la cohésion. Chaque fois que nous nous retrouvons en pays Agni, sous des bâches, c'est pour pleurer. Donnons l'occasion à notre peuple de se retrouver pour se réjouir. Je pense qu'il revient au cadre de tracer le chemin afin de porter haut le firmament
de la culture Agni. Le ministre du Tourisme a d'abord rendu hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de développement qu'il pose en faveur des populations du Gontougo, avant de saluer l'initiative de la création du Festagni. De telles rencontres sont de nature à mettre en exergue les valeurs qui sont les nôtres pour canaliser les énergies, fédérer les forces et vendre l'essentiel de nos cultures pour que chacun de nous accepte l'autre dans sa différence. Siandou Fofana a exhorté les cadres à s'unir autour du Festagni afin de faire de ce festival un instrument fort pour la valorisation de la culture Agni. Autre sujet, 30 animateurs de radio de proximité viennent de recevoir une formation et la portée sur la cohésion sociale. Ils pourront désormais produire des émissions de qualité relatives à la paix et à la cohésion sociale. Charles Tatou, RTI Boaké. Dans le cadre de ces activités de promotion de la liberté de l'expression et de la presse, l'UNESCO et l'Agence des Nations Unies multiplient des formations à l'attention des acteurs des médias. 30 animateurs de radio de proximité outillés à Yamoussoukro pour la paix et la cohésion sociale dans les contenus de leurs émissions. Tout ce qui est dit à la radio est parole d'évangile, donc c'est important que ce qui est dit à la radio soit professionnel, soit vérifié, soit équilibré. Nos actions portent parce qu'on assiste à des contenus plus professionnels, on assiste aussi à un certain engouement des animateurs des radios qui sollicitent de plus en plus des formations. Ces leaders que nous côtoyons pour animer nos émissions n'églissent pas parce que nous avons dans notre cahier des charges l'interdiction formelle de faire la politique. Nous incitons plutôt nos auditeurs, nos leaders et autres au civisme. Cette formation boucle le programme des activités de l'UNESCO et l'Agence des Nations Unies en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2017. La jeunesse musulmane de Boaké sensibilisée sur la paix et la cohésion sociale. Une conférence s'est tenue dans la capitale de la région de Boaké pour les inviter à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Yacouba Traoré, Abdul Kader Segodogo Guédoumon, RTI Boaké. Les musulmans, acteurs de la cohésion sociale, témoignent l'imam Makama Ouattara. Le conférencier, invité par les associations musulmanes, l'UMAPJ, Union musulmane pour l'assistance sociale et la promotion du genre en islam, et l'AMC, Association musulmane pour le soutien de l'islam, pour entretenir la jeunesse musulmane sur leur participation à la cohésion sociale. Le conférencier a invité ses co-religionnaires à prendre pour exemple la vie du prophète Mahomet. Si nous nous aimons, la paix va s'installer, et s'il y a la paix, tout va démarrer. Parce qu'il y a la paix à Boaké, la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans nos cœurs. Cette conférence vise d'abord à sensibiliser la jeunesse musulmane sur la cohésion sociale, mais aussi pour la consolidation du tissu social en communauté. L'imam Al-Mami Touré, parrain de cette cérémonie, soutient l'initiative. Nous nous réjouissons, n'est-ce pas, chaque année par des retrouvailles pour faire le vivre ensemble. Cette 9e édition a été une aubaine pour les musulmans d'apprendre beaucoup de leur prophète. La conférence s'est achevée par une lecture coranique accompagnée de bénédictions. Voilà, le Nigeria va accélérer le rapatriement de ses ressortissants de Libye pointés du doigt pour l'exploitation et les mauvais traitements infligés aux migrants. C'est son ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, qui l'a annoncé hier samedi. Voilà. Le magazine de ce dimanche a pour thème « Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, disposition et promotion ». Notre invitée est Mme Namizata Sangaré. Elle est la présidente de la CNDHECI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Madame Sangaré, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. La Côte d'Ivoire a créé en 2007 la CNDHECI conformément à la loi. Quelles sont vos missions? Merci à M. Assad de me donner l'occasion de présenter tout d'abord mes vœux de bonheur et de paix à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et même au-delà. Merci également de me permettre de rendre un hommage appuyé à deux grandes dames. Mesdames Victorine Vaudier, qui a été la toute première présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Badio Poulette, qui en a été la deuxième présidente. Et vous la troisième. Et moi la troisième. Vos missions?
Pour revenir à votre question, je dirais que les missions dévolues à la Commission nationale des droits de l'homme sont des missions de promotion, de protection et de défense en matière de droits de l'homme. Mais vous savez, de plus en plus, les institutions en charge des questions de droits de l'homme mènent des actions de prévention de violation des droits de l'homme. Actions de prévention, sensibilisation, nous allons y arriver. Alors, nous allons suivre, avant de poursuivre notre entretien, ce reportage de Walter Amadou Ouattara qui parle du fonctionnement de l'institution que vous dirigez. Regardez. Œuvrer pour les non-violations des droits de l'homme, telles que les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté d'aller et de venir, ainsi que les entraves à la liberté de réunion et de manifestation. Tous ces droits et libertés sont garantis par la Constitution ivoirienne. C'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, s'engage à protéger au même titre tous les citoyens. Pendant la période référendaire, la CNDHCI affirme avoir déployé 270 observateurs répartis en 134 équipes pour le monitoring du respect des droits de l'homme et des libertés publiques. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a organisé les 12 et 13 décembre dernier un atelier de formation sur le thème « Droits de l'homme et questions foncières ». Cet atelier a été destiné aux 31 commissaires régionaux répartis sur l'étendue du territoire national. La Commission a également salué la parité homme-femme. La loi sur l'école obligatoire, adoptée en 2014, grâce aux efforts conjoints de la CNDHCI, Forces armées de Côte d'Ivoire et l'ensemble de leurs partenaires qui ont sensibilisé et suivi les cas de violation des droits de l'homme par les militaires, la Côte d'Ivoire a été sortie de la liste de la honte. La Côte d'Ivoire a déjà ratifié plusieurs traités et accords internationaux. La CNDHCI encourage le gouvernement à faire des efforts supplémentaires. Cependant, quelques défis restent à relever. Il s'agit notamment du droit à la sécurité avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi, le phénomène des Nyambro. Il y a également le conflit intercommunautaire dans la forêt du Gouembédé qui a entraîné de graves violations massives des droits de l'homme. Il y a 3 voies pour saisir la Commission nationale des droits de l'homme. La saisine directe, dans ce cas, le requérant se rend dans les locaux de la CNDHCI situés à Cocody-au-Vallon ou dans l'une des commissions régionales. En outre, on peut aussi le faire par courriel ou enfin par numéro vert 800 00 888 et c'est gratuit. Et vous couvrez l'ensemble du territoire ivoirien? C'est exact. Nous avons implanté des commissions régionales dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et ce qui fait que nous avons le point de la situation au jour le jour. Très bien. Alors, le 10 décembre 2017, le monde entier commémorait les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont protégés suffisamment dans le monde? Au vu de l'existence de nombreux mécanismes qui protègent les droits de l'homme, nous pouvons répondre par l'affirmative. Vous savez, au niveau de l'ONU, il existe le Conseil des droits de l'homme qui est basé à Genève, qui ne règle que les questions de droits de l'homme. Et notre pays a été élu en 2012 et y siège effectivement depuis 2013. Au niveau de l'Union africaine, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est basée à Banjul. Vous avez également la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est à Arusha et qui est dirigée par un Ivoirien. Au niveau de la CEDEAO, vous avez la Cour de justice de la CEDEAO qui se prononce aussi sur les questions de violation des droits de l'homme. Donc on peut dire que tout est mis en place, n'est-ce pas, pour protéger les droits de l'homme. Ça, c'est dans le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Vous savez, notre pays a ratifié l'essentiel des instruments juridiques qui protègent les droits de l'homme. La Constitution de la Côte d'Ivoire, la Constitution du 8 novembre consacre 47 articles exclusivement aux droits de l'homme. Vous avez des institutions non juridictionnelles comme la Commission nationale des droits de l'homme qui a un mandat très large, qui protège et qui fait la promotion des droits de l'homme. Vous avez le médiateur de la République, vous avez des ministères techniques, vous avez des acteurs formels, les ONG, qui œuvrent aussi pour la promotion des droits de l'homme. Vous avez même des acteurs non formels. Je veux parler des leaders d'opinion qui font aussi la promotion des droits de l'homme. Les ONG aussi. Les ONG qui sont des acteurs formels. Mais vous savez, M. Assa, la quête pour le respect des droits de l'homme est une quête permanente et cela demande l'implication de chacun de nous.
Très bien, c'est de façon générale. Alors, qu'en est-il des droits des enfants, des femmes? Même si aujourd'hui il y a la question du genre, ce sont des êtres faibles et des personnes handicapées de façon spécifique. Est-ce que leurs droits sont respectés? Pour ces catégories de personnes, vous me donnez ici l'occasion de saluer l'important travail qui est fait par la Première Dame pour ce qui est des droits des enfants. Elle lutte au quotidien pour le travail, contre le travail des enfants, ce qui permet aux enfants de jouir de tous leurs droits. Pour ce qui est des femmes, une loi va être prise bientôt, ce qui est une grande avancée, une avancée majeure pour le respect des droits de la femme. Pour ce qui est des personnes qui vivent avec un handicap, avec la reprise du recrutement dérogatoire dans la fonction publique, nous pensons que quelque chose, et cela mérite d'être noté. Et vous savez que le travail permet à nos frères et sœurs de préserver, n'est-ce pas, leur dignité. Donc on peut le dire, il y a amélioration des droits de l'homme, des enfants, des femmes, ici en Côte d'Ivoire, des personnes handicapées. Alors venons à vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les droits de l'homme au cours de l'année 2017, concrètement? Vous me donnez là le lieu de faire le bilan des actions de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez, en 2017, nous avons joué la carte de la proximité. Nous avons implanté des commissions régionales dans tous les chefs-lieux de région. Aujourd'hui, toutes les populations en Côte d'Ivoire peuvent nous saisir. Nous avons également reçu 1588 saisines des populations. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation sur l'école obligatoire, sur le droit à la santé, le droit à un environnement sain. En tout cas, nous avons mis en œuvre le mandat de la Commission. Et vous savez que nous avons un mandat national et un mandat international. Au niveau international, nous avons également participé au fora dédié aux droits de l'homme. Nous avons participé aux sessions du Conseil des droits de l'homme. Nous avons participé au Conseil sur le statut de la femme pour aller faire le point auprès du ministre de la Femme sur la situation des femmes dans notre pays, parce que c'est l'instance où on fait le point des avancées et des reculs. Alors très bien, une actualité récente, la Libye. L'esclavage s'y déroule en toute impunité. Quelle réaction? Monsieur Assa, ce qui se passe en Libye rappelle que les droits de l'homme sont constamment menacés. Et c'est une situation inacceptable. Nous en appelons à la solidarité de l'humanité et que nous ne devons pas oublier que les droits de l'homme consacrent l'égalité absolue pour tous. Et d'ailleurs, le thème du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme avait pour thème « œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine ». Et c'est un thème qui en disait long. Alors, que dit des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains, mais parlons de notre pays, des jeunes Ivoiriens qui ont envie d'aller en Europe en passant par la Libye? Je leur déconseille ce passage. Ce n'est pas un passage qu'on reste en place et qu'ensemble, on essaie de mettre en place des programmes pour eux. C'est chacun qui doit contribuer à la mise en place du programme. J'entends souvent que le gouvernement, mais il faut aussi que ça vienne de ces jeunes-là, de faire des propositions à nos autorités. Des collectivités aussi. Oui, bien sûr, les collectivités, il faut saisir tous ces instances-là à l'effet de mettre en place des programmes pour les jeunes. Alors, comment vous saisissez, je veux dire, la CNDHCI? Comment vous saisissez? C'est simple. Est-ce que vous avez un numéro? Oui, c'est simple de nous saisir. Il suffira pour vous de vous rendre à notre siège aux 2 plateaux à la rue des Jardins. Vous pouvez nous saisir également au travers de nos commissions régionales dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons un bureau ouvert, fonctionnel et qui reçoit à longueur de journée des personnes. Nous avons un numéro vert que les populations peuvent appeler gratuitement. C'est le 800 00 888. 800 00 888. 888. 800 00 888. Actuellement, on peut vous appeler. Exactement. C'est ouvert ce numéro. 24/24. On peut être joint aussi par mail, requête au pluriel, @cndaci.ci. On peut être aussi joint par Facebook. Commission nationale des droits de l'homme, tout simplement. Très bien. Alors, quand il y a violation des droits de l'homme, est-ce que vous pouvez vous auto-saisir vous-même? La loi nous l'autorise. Nous nous auto-saisissons quand cela est bien nécessaire. Et régulièrement, est-ce qu'on peut avoir un exemple?
Le dernier exemple, c'est des articles qui sont parus dans un quotidien de la place qui mettaient des images d'enfants en tenue scolaire disant qu'une certaine envoûteuse pouvait les désenvoûter. Et nous avons trouvé l'exploitation de ces images. Désenvoûter les élèves. Les élèves. Oui. Nous avons trouvé ça grave et nous avons saisi l'autorité CNP, nous avons saisi l'UNJCI, nous avons saisi le quotidien, ces différents quotidiens, arrêté ces publications. Et vous avez eu gain de cause? Nous avons eu gain de cause parce que depuis, il n'y a plus de parution. Très bien. Alors, quelles sont les plaintes pour lesquelles l'on vous saisit régulièrement en Côte d'Ivoire? Nous sommes saisis généralement pour des cas de violence, de maltraitance d'enfants, de violences à l'égard des femmes, de préjudices subis, des litiges fonciers et même pour des conflits intercommunautaires, nous sommes saisis. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes implantés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ce qui fait que nous avons le point de toutes les violations que les populations subissent dans toutes les régions. Alors, très bien. Lorsqu'on vous saisit, est-ce que vous avez la possibilité et les moyens d'aider ces Ivoiriens qui viennent vers vous? Monsieur Assa, vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme est au service des populations. Pour l'année 2017, nous avons enregistré 1588 saisines des populations. Et 828 de ces saisines ont été entièrement traitées, soit plus de 52%. Et les autres saisines sont souvent des saisines pendant devant la justice. Et quand c'est comme ça, nous ne pouvons pas interférer. Nous accompagnons... Vous ne pouvez pas les accompagner à la justice? Si on n'interfère pas dans la procédure, nous les accompagnons, nous leur donnons des conseils nécessaires. Nous saisissons même les différents cabinets qui ont à charge ces dossiers. Et les personnes démunies? Et les personnes démunies, nous les recevons aussi. Et les dossiers que nous ne pouvons pas traiter, nous les référençons. Très bien. Alors, merci beaucoup, madame. C'était assez enrichissant. Alors, c'est la fin de ce magazine. Vous avez autre chose à ajouter? Je voudrais simplement dire merci à toutes les autorités. En premier lieu, le chef de l'État qui est très regardant sur les questions des droits de l'homme. Et le Premier ministre, lui, qui conduit la politique, n'est-ce pas, des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs, les ONG, tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Fait de ce magazine, nous recevions Mme Sangaré Namizata, la présidente de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.